Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Égypte à la une, un programme semi-hebdomadaire qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne. Et on va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rencontré mercredi Cheikh Mohammed Ben Zayed qui était en visite au Caire. Au cours de la réunion, ils ont discuté de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, parmi beaucoup d'autres questions, bien sûr. Lors de la rencontre entre les deux hauts dirigeants, différentes stratégies commerciales ont été présentées pour renforcer les liens entre les deux pays. Plus de détails sur cette rencontre dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le cheikh Mohammed Ben Zayed a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi au Caire mercredi. Au cours de la réunion, ils ont discuté de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Le cheikh Mohammed Ben Zayed a déclaré que c'était un plaisir de rencontrer le président el-Sisi et nous avons discuté de différents moyens de renforcer nos liens bilatéraux et de développer des domaines de coopération, a-t-il annoncé. Nous avons également examiné les questions de paix et de stabilité dans la région, a-t-il ajouté. Le porte-parole présidentiel a déclaré que les deux dirigeants ont également discuté des récents développements en Libye, en Syrie, au Yémen et en Palestine, ainsi que du controversé barrage du Nil construit par l'Éthiopie. Le président el-Sisi s'est félicité que les Émirats allaient rejoindre le Forum du gaz de la Méditerranée orientale en tant qu'État observateur. Le président a ajouté que cette initiative apporterait une valeur ajoutée aux activités de l'organisation et aux intérêts stratégiques de ses membres. Lors de la rencontre entre les deux hauts dirigeants de l'Égypte et des Émirats arabes unis, différentes stratégies commerciales ont été présentées pour renforcer les liens entre les deux pays. L'année dernière, l'Égypte était le 6e partenaire commercial des Émirats arabes unis dans la région, tandis que les Émirats étaient le 2e partenaire commercial de l'Égypte. Le porte-parole présidentiel égyptien a déclaré que la discussion entre les deux dirigeants a reflété leur détermination à continuer à travailler ensemble face aux menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité de la région. Dans ce contexte, le président el-Sisi a de nouveau souligné la position ferme de l'Égypte sur la sécurité de la région du Golfe comme une extension de sa propre sécurité et le rejet de toute pratique qui porte atteinte à sa stabilité. Les relations commerciales entre les deux pays sont vitales pour leur économie. Les Émirats arabes unis sont le premier pays au monde en termes d'investissement en Égypte, avec un total de 24,3 milliards de dirhams d'investissements directs étrangers provenant de 990 entreprises émiraties investissant en Égypte d'ici la fin 2018. Parallèlement, l'Égypte se classe au 28e rang mondial en termes d'investissements directs étrangers aux Émirats arabes unis, avec des investissements totaux de 3,3 milliards de shillings au cours de la même période. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi les ministres jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi et Riyad al-Maliki, en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. La rencontre s'est focalisée sur les récents efforts pour la relance du processus de paix et sur la cause palestinienne, a indiqué le porte-parole de la présidence. Le chef de l'État a assuré que l'Égypte entendait poursuivre ses efforts en faveur de la cause palestinienne, étant donné qu'il s'agit d'une des constantes de la politique égyptienne qui vise à restituer au peuple palestinien ses droits légitimes d'établir son État indépendant en vertu des références de la légitimité internationale. Le président al-Sisi a ajouté qu'il faut prendre en considération les récentes évolutions sur les deux scènes régionales et internationales, d'où il a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts arabes et internationaux pour parvenir à la paix escomptée. Pour leur part, les deux ministres jordaniens et palestiniens ont exprimé leur appréciation pour les efforts inlassables de l'Égypte en soutien à la cause palestinienne. Justement, dans ce contexte, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de la Palestine se sont mis d'accord à poursuivre les efforts afin de lancer une action efficace en vue de la reprise des négociations sérieuses et efficaces dans le but de mettre fin à l'impasse dans le processus de paix et de trouver deux perspectives politiques réelles pour parvenir à la paix équitable. Les chefs de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, jordanienne
ces Jordaniennes Ayman al-Safadi et Palestinienne Riyad al-Maliki ont publié la déclaration du Caire. Au terme de leur réunion tripartite au Caire samedi, les ministres ont affirmé la profondeur des relations entre les trois pays et affiché leur attachement à les développer dans les différents domaines et à poursuivre la coordination sur les situations régionales en faveur des intérêts communs, des questions arabes et de la sécurité et de la stabilité dans la région. Ils ont discuté également des moyens d'inciter les parties concernées à s'engager dans le processus pacifique, affirmant que les résolutions pertinentes de la légitimité internationale et l'initiative de paix arabe constituent les références accréditées de négociation, celle-ci étant le seul moyen d'instaurer la paix. Les trois ministres ont jugé nécessaire d'inciter Israël à la négociation pour parvenir à un règlement définitif basé sur la solution à deux États, de sorte à garantir la création d'un État palestinien indépendant souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Le Sénat égyptien a affirmé son rejet complet du contenu d'un communiqué publié par le Parlement européen sur les droits de l'homme en Égypte, estimant qu'il comprenait des allégations contraires à la vérité et servait de prétexte pour interférer dans ses affaires, selon la MENA. Dans un communiqué publié samedi, le Sénat a souligné que toutes les personnes précitées dans ce communiqué étaient accusées d'avoir commis des crimes devant être punis par la loi égyptienne, précisant que l'Égypte appliquait la séparation des pouvoirs et que sa justice était indépendante d'après la Constitution. Et de relever que le communiqué du Parlement européen était extrêmement loin de la transparence et de l'objectivité et que le dossier des droits de l'homme en Égypte était équilibré selon le témoignage des organisations internationales et que le Parlement européen n'avait pas le droit de faire des jugements sans porter un regard objectif sur la réalité des faits en Égypte. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, s'est envolée pour les Émirats arabes unis, accompagnée de responsables du ministère pour examiner les préparatifs de réception de nouveaux lots de vaccins contre le coronavirus, ainsi que pour remercier cet État frère pour avoir présenté le premier lot de vaccins produit par la compagnie chinoise Sinopharm. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Megahed, a souligné que la visite de Dr Hala Zaïd aux Émirats arabes unis s'inscrit dans le cadre des relations profondes et étroites entre les deux pays. Il a ajouté qu'au cours de la visite, la ministre a étudié les plans de réception de lots successifs de vaccins et examiné la possibilité de transfert de technologies d'industrialisation du vaccin anti-Covid-19 vers la holding égyptienne pour les produits vitaux et vaccins. La ministre de la Santé a discuté avec la partie émirati de la question des échanges d'expertise en ce qui concerne les résultats des essais cliniques effectués sur les vaccins anti-coronavirus. Le Fonds monétaire international a validé vendredi le déblocage d'une aide de 1,67 milliard de dollars pour l'Égypte dans le cadre de son programme d'aide face à la crise pandémique. Avec le décaissement annoncé vendredi, ce sont ainsi plus de 3,6 milliards de dollars qui sont déjà octroyés à l'Égypte. Un commentaire. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a donné son aval vendredi 18 décembre pour le déblocage du second tranche d'aide de 1,6 milliard de dollars en faveur de l'Égypte dans le cadre de son programme d'aide selon un communiqué de l'institution basée à Washington.
Il avait approuvé le 26 juin un programme annuel d'un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus. Avec le décaissement annoncé vendredi, ce sont ainsi plus de 3,6 milliards de dollars qui sont déjà octroyés. Les autorités égyptiennes ont bien géré la pandémie de Covid-19 et les perturbations de l'activité économique qui en découlent, a commenté Antoinette Saé, directrice générale adjointe du FMI, citée dans le communiqué. Elle note que le ralentissement de la croissance a en outre été moins sévère que prévu, l'Égypte devant figurer parmi les rares pays à connaître un taux de croissance positif cette année. Elle a fait valoir que, pour autant, il existe encore des risques pour les perspectives, d'autant plus qu'une deuxième vague de pandémie augmente l'incertitude quant au rythme de la reprise nationale et mondiale. De plus, le niveau élevé de la dette publique et les besoins de financement rendent le pays vulnérable à la volatilité des conditions financières mondiales. Le plan annoncé en juin d'une durée de 12 mois prévoit des réformes économiques. Il avait été conclu dans le cadre de ce que le Fonds monétaire international appelle un accord de confirmation. Le fonds avait effectué une mission en Égypte en format virtuel du 4 au 15 novembre. Quelques jours plus tard, il avait annoncé un accord de principe pour le déblocage de la seconde tranche qui est resté soumis à l'aval du conseil d'administration. Le producteur indépendant d'électricité émirien, Amea Power, va augmenter la capacité de la centrale solaire photovoltaïque de Komombo de 300 millions de mégawatts. L'installation qui sera construite par Sterling and Wilson dans le gouvernorat d'Aswan en Égypte devait initialement disposer d'une capacité réduite à 200 mégawatts. Donc regardons le commentaire suivant. Une centrale solaire photovoltaïque de 500 MW qui sera construite à Komombo dans le gouvernorat d'Aswan au sud de l'Égypte. L'information a été rendue publique le 16 décembre 2020 par Amea Power qui développe le projet solaire. Le producteur indépendant d'électricité IPP émirien augmente ainsi la capacité du futur parc solaire de 300 MW. Le passage de la capacité de la centrale de Komombo de 200 MW à 500 MW fait suite à une requête du gouvernement égyptien. Sterling and Wilson construira la future centrale solaire photovoltaïque. Elle sera composée de panneaux solaires bifaces, c'est-à-dire capables de capter les rayons solaires des deux côtés du module. L'entreprise basée à Mumbai, en Inde, connectera également le parc au réseau électrique national égyptien via une sous-station de 220 kV. Sterling and Wilson a récemment signé un contrat d'ingénierie d'approvisionnement et de construction avec Amea Power, la filiale d'Alnoïs Investissement. L'électricité générée par le parc solaire de Komombo sera vendue à la compagnie publique de transmission électrique dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans, ce qui devrait considérablement rapprocher l'Égypte de son ambition de produire 40% de son électricité à partir des sources renouvelables d'ici 2035. Lors de la signature du contrat avec le gouvernement égyptien en 2019, Amea Power annonçait la fin des travaux de la centrale solaire de 200 MW pour le premier trimestre de 2021. L'électricité produite par cette installation devait répondre aux besoins en électricité de 130 000 foyers, en plus de compenser 280 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Amea Power n'a donné aucune indication quant au maintien ou non du délai de livraison de la centrale ainsi que l'impact de ces 300 MW supplémentaires sur les populations et sur l'environnement. En octobre 2020, le projet solaire de Komombo a reçu un financement de 54 millions de dollars de part de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Il sera également financé par l'Agence française de développement AFD et de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Le PAM lance un programme de renforcement des compétences pour lutter contre les migrations dans le cadre d'une initiative engagée en Égypte pour sensibiliser contre les migrations illégales. Le programme alimentaire mondial, PAM, a lancé une plateforme d'apprentissage en ligne nommée Bedeya Digital. Elle cherche à renforcer l'employabilité des jeunes et des migrants de retour grâce à la formation professionnelle.
Le programme alimentaire mondial, en collaboration avec le ministère égyptien de l'immigration et des affaires des expatriés, a initié un projet dont le but est d'offrir des formations professionnelles et des programmes de renforcement de compétences aux jeunes égyptiens. Le projet, qui aboutit au lancement d'une plateforme en ligne, cible prioritairement les travailleurs migrants égyptiens de retour qui ont récemment perdu leur emploi en raison de la pandémie de Covid-19. L'objectif étant d'accroître leur employabilité en leur donnant des compétences en accord avec les besoins des entreprises. La plateforme baptisée Bedayat Digital propose aux utilisateurs des programmes dans divers domaines, notamment les TIC. La formation sera assurée par l'Académie arabe pour la science, la technologie et le transport maritime, un partenaire technique du projet. En plus des formations, le projet offrira également des services d'insertion professionnelle. Les utilisateurs pourront directement trouver des offres d'emploi des entreprises sur la plateforme. En outre, ils pourront solliciter des prêts pour les petites et moyennes entreprises et d'autres projets générateurs de revenus. Cette initiative a été lancée dans le cadre de l'initiative présidentielle Life Saving Boats, qui vise à sensibiliser aux dangers de la migration. L'ambition étant de réduire considérablement le nombre de jeunes en situation de migration illégale. La ville du 6 octobre verra bientôt la construction du premier port avec l'Égypte. Les travaux évalués à 176 millions de dollars seront exécutés par un consortium germano-égyptien pour une concession de 30 ans. Livrable dans 2 ans, il servira d'alternative au port d'Alexandrie et de Dekhila. Regardons donc les détails dans ce compte rendu. Le gouvernement égyptien réuni en Conseil des ministres mardi 8 décembre a approuvé le projet de loi portant sur l'attribution du contrat de conception, de construction et de gestion du premier port sec d'Égypte dans la ville du 6 octobre. Fruit d'un partenariat public-privé, le futur port sec, dont le coût du projet s'élève à 176 millions de dollars, sera exécuté par un consortium de 3 entreprises, 2 égyptiennes et l'allemand DB Schenker. Le chantier est prévu pour durer 2 ans. Selon les termes du contrat, la pleine propriété sera transférée à l'État après 30 ans de concession. Il sera construit sur 100 faisant environ 420 000 mètres carrés. Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an. Sa mise en service devrait limiter l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et de Dekhila, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes. Premier des 8 ports secs que le gouvernement envisage de construire, ce port offrira près de 3 500 emplois directs et indirects, comme l'avait indiqué le ministre égyptien des Transports, Kamer El-Wazir, notant qu'il contribuera au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes. On va maintenant regarder un reportage sur Naguib Mahfouz, décédé à l'âge de 94 ans. Naguib Mahfouz, lauréat du prix Nobel de littérature en 1988, avait voué sa vie à construire pierre par pierre l'énorme édifice littéraire qu'il lègue à la postérité, un peu à la manière de ses ancêtres les pharaons pour lesquels il s'était enflammé durant ses premiers pas d'écrivain. Regardons donc ce reportage sur Naguib Mahfouz à l'occasion de la célébration du 109e anniversaire de sa naissance. Naguib Mahfouz, né le 11 décembre 1911, est mort le 30 août 2006, est un écrivain égyptien contemporain de langue arabe et un intellectuel réputé d'Égypte ayant reçu le prix Nobel de littérature en 1988. La carrière littéraire de Mahfouz se confond avec l'histoire du roman moderne en Égypte et dans le monde arabe. Au tournant du XXe siècle, le roman arabe fait ses premiers pas dans une société et une culture qui découvre ce genre littéraire à travers la traduction des romans européens du XIXe siècle. Né en 1911 dans une famille de la petite bourgeoisie caïrote, dans le quartier populaire de Gamaleya à Khan el-Khalili au Caire, Naguib Mahfouz fait des études de littérature à l'université de Fouad Ier au Caire. Il commence à écrire à l'âge de 17 ans et publie ses premiers essais d'écriture dans les revues littéraires des années 1930. Il publie sa première nouvelle en 1939.
Sa licence en poche, il obtient un poste de fonctionnaire et décide de se consacrer à la réécriture romanesque de l'histoire de l'Égypte. Le relatif échec des premiers romans situés dans l'Égypte pharaonique et peut-être l'urgence du contexte, l'Égypte étant durement affectée par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'amène à renoncer à ce projet pour plonger dans l'histoire immédiate. Désormais, ces romans ont pour cadre le Caire contemporain dont il décrit les bouleversements sociaux dans une veine réaliste, comme dans son roman Passage des miracles publié en 1947 et Vienne la nuit en 1949. Le succès public et la reconnaissance critique tardent cependant à venir. En 1950, il commence la trilogie du Caire, qui se révèle son œuvre la plus importante. Dans cet ensemble de plus de 1500 pages, chaque roman porte le nom des rues où Mahfouz a passé sa jeunesse. Impasse des deux palais, Ben al-Qasrid, le palais du désir, Qasr al-Shouq, et le jardin du passé, As-Sokareya. Il y décrit la vie d'une famille au Caire pendant une période qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'au renversement du roi Farouk. Par le nombre des personnages et la richesse de l'étude sociale, Mahfouz rappelle des prédécesseurs dans le genre romanesque comme Honoré de Balzac, Charles Dickens, Léon Tolstoï ou John Galsworthy. La publication de la trilogie en 1956 lève ses doutes quant à sa vocation d'écrivain. À 45 ans, il est enfin reconnu. Avec cette saga familiale doublée du frasque historique de l'Égypte, de la révolution de 1919 aux dernières années de la monarchie, Mahfouz est en phase avec la nouvelle donne politique issue du changement du régime de 1952 et avec un mouvement littéraire et artistique qui privilégie le réalisme sous toutes ses formes. Il s'en détourne pourtant avec son roman suivant, Awlad Haretna ou Les Fils de la Médina, publié en 1959, tournant dans sa carrière et dans l'histoire du roman arabe. Il publie beaucoup des nouvelles dans la presse, reprises en recueil et près d'un roman par an, revenant au plus près d'un réalisme critique, comme dans son roman Dérive sur les Nils, publié en 1966, et Miramar, publié en 1967, ou dissimulant son message dans des textes à clé, comme dans son roman Le voleur et les chiens, publié en 1961. Ces grands romans réalistes sont adaptés au cinéma l'un après l'autre, ce qui lui donne accès à un public plus large que celui de l'écrit. Le prix Nobel qui lui est décerné le 13 octobre 1988 bouscule sa routine de retraité. Ce prix, le premier attribué à un écrivain arabe, lui donne accès au marché mondial. Ses traductions se comptent aujourd'hui par centaines dans plusieurs dizaines de langues. Et on termine par cette balade à Wadi El-Guimel. Wadi El-Guimel qui est un espace protégé entre le Nil et la mer Rouge et qui se situe entre les localités de Marsa Alam et Bérénice en bordure de la mer Rouge dans le sud du désert oriental égyptien. Et il couvre un territoire de 7000 km². Alors on regarde Wadi El-Guimel. La réserve naturelle de Wadi Gamel ou la vallée des chameaux, classée parc national depuis 2003, est en grande partie désertique, avec ses sols rocailleux, ses zones montagneuses, dont le Jebel Hamata de 1977 mètres de hauteur et le mont des Émeraudes, ces dunes qui ondulent, ces grandes périodes de sécheresse auxquelles s'adaptent pourtant les acacias. Elle est complétée par une zone lagunaire et marine avec 5 îles dont celle de Wadi el-Jamal et Kolan, des récifs coralliens, des mangroves, des marais. Le contraste entre l'aridité du désert et le chatoiement des couleurs marines est l'une des caractéristiques du parc et de ses attraits touristiques. Au cœur de ces paysages contrastés, où la présence humaine est très éparse,
la vie est néanmoins présente sous de multiples formes végétales ou animales. On peut y rencontrer des chats sauvages, des ibex nubéens, des gazelles d'Orcas, des ânes sauvages d'Afrique. Quant aux faucons, concolores, aigles, vautours, éperviers, hérons striés, balbuzards, pêcheurs, sternes caspiennes, aigrettes des récifs et à quelques 430 autres espèces d'oiseaux, le ciel leur appartient et les migrateurs peuvent trouver les marées le calme nécessaire à leur période de nidification. Les espèces marines ne sont pas en reste au chapitre de la biodiversité. 1200 espèces de poissons, dont les dauphins et les requins, y sont représentés, ainsi que 450 espèces de coraux. Le concombre de mer, qui contrairement aux apparences linguistiques n'est pas un légume, y a aussi sa place. De même, ces deux espèces menacées de disparition que sont les tortues vertes et les dugongs. Wadi el-Gamal, ou la vallée des chameaux, est par ailleurs réputée pour ses plantes médicinales. 70 espèces de plantes ont été répertoriées comme pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques, même si les nomades locaux se limitent à 32 espèces pour le traitement de diverses maladies liées au fonctionnement du tube digestif, du système nerveux et de la respiration. Un centre d'accueil du visiteur a été construit en 2009 à l'entrée du parc. Ce bâtiment a deux fonctions principales: orienter les visiteurs et leur proposer des informations essentielles sur la nature et les habitants du parc, ainsi que sur les ressources naturelles, environnementales et culturelles distinctives de la région, et mettre à leur disposition. Voilà, donc c'était tout pour cette émission de Égypte à la une. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur la TV internationale. Dans quelques instants, les émissions en langue anglaise prennent la relève. Donc passez une excellente journée.